L'Europe a donné le feu vert ce soir à des opérations navales militaires en Méditerranée pour lutter contre les trafics de migrants, des opérations qui pourront être menées tout près des côtes libyennes. L'armée irakienne mise en déroute par l'État islamique, les soldats irakiens ont abandonné la ville de Ramadi aux djihadistes de l'État islamique. Ce soir, le Pentagone admet qu'il s'agit d'un revers. Et puis il y a tout juste 50 ans était pendu en Syrie l'un des espions les plus célèbres d'Israël, Eli Cohen. Sa fille viendra témoigner tout à l'heure en direct. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. L'Europe a donc décidé de partir en guerre contre les trafiquants qui expédient des milliers de migrants sur la Méditerranée, tuant des milliers d'entre eux. Des opérations navales vont être mises en place pour traquer les réseaux de passeurs. Edmé Citroën. Après l'émotion, place à l'action. Un mois après le naufrage d'un bateau de migrants qui a fait 800 morts, l'Union européenne s'attaque au réseau de passeurs en Méditerranée. Il devrait être démantelé grâce à une opération maritime sans précédent. Au programme, le déploiement de bâtiments de guerre, mais également le survol d'avions européens au-dessus des côtes libyennes, l'un des carrefours maritimes où le trafic de migrants est particulièrement meurtrier. L'Europe entend mettre fin à ces tragédies en mer, mais également mieux contrôler le flux des migrants. Pour le secrétaire général de l'OTAN, il existe un autre danger. L'un des problèmes est qu'il peut y avoir des combattants étrangers, qu'il peut y avoir des terroristes qui se cachent, qui se mêlent aux migrants. Cela souligne l'importance de la réponse à cette crise. Pour freiner ce trafic d'êtres humains, la mission consistera à traquer les bateaux utilisés par les passeurs armés et tracter jusqu'en haute mer les embarcations de fortune chargées de centaines de migrants. Manuel Valls a réaffirmé son soutien à une opération de ce type. Et en même temps, il nous faut une politique qui réponde aux drames effrayants qui se passe en Méditerranée, politique européenne, politique soutenue, et j'espère que nous obtiendrons cette résolution soutenue par les Nations Unies pour lutter contre ces trafiquants des temps modernes qui exploitent la misère humaine, et une politique tournée vers l'Afrique. Bernard Cazeneuve était au Niger et au Cameroun il y a 48 heures, parce que c'est là où on doit traiter, résoudre les problématiques de cette immigration. L'Union européenne, accusée de passivité et d'indifférence, est sous pression, alors que les drames de l'immigration se succèdent en Méditerranée. Alors avec nous, Dror Even Sapir, bonsoir, analyste politique. On va donc d'abord s'arrêter sur cette décision politique et diplomatique majeure de l'Europe concernant cette opération militaire. Oui, une opération militaire sans doute sans précédent en Méditerranée, avec des moyens mis en œuvre d'une ampleur jusque-là inégalée en termes de navires de guerre, d'hélicoptères, d'opérations de renseignement. Tout cela va prendre beaucoup de temps. D'après les experts, ça prendra au moins 1 an pour obtenir des résultats. Et puis c'est un petit peu incertain parce que d'après les ONG, en tout cas, les passeurs pourront utiliser peut-être d'autres voies maritimes. Je veux dire, l'opération militaire ne pourra pas couvrir l'ensemble de la Méditerranée. Donc, il y a une incertitude tout de même sur l'efficacité d'une telle opération, même si l'Europe ne va pas lésiner sur les moyens. Et pourquoi elle a pris cette décision? Pour 3 raisons principales. La première, c'est que les pays les plus concernés, les pays du sud de la Méditerranée, du sud de l'Europe, l'Italie, surtout principalement aussi dans une moindre mesure l'Espagne, la Grèce, ne peuvent pas faire face seuls à l'ampleur de la tâche. Et c'est bien évidemment l'Italie qui est concernée au premier chef. Donc il fallait une réponse européenne. La deuxième raison, elle est évidente, c'est que face à l'ampleur des drames humains, de la catastrophe humanitaire dont on a vu des illustrations il y a encore quelques semaines en haute mer avec des morts qui se comptent par centaines. L'Europe ne pouvait pas rester les bras croisés, ça lui a été reproché, il fallait qu'elle agisse. Et puis la troisième raison, peut-être une des plus profondes, c'est que derrière tout cela, il y a un pays soumis au chaos, la Libye, et puis il y a un chaos dont profitent les djihadistes. Et les djihadistes, l'État islamique a déjà d'ailleurs menacé d'exploiter très cyniquement la détresse humaine des migrants, des candidats à l'immigration en Europe, en menaçant très clairement les Européens, les États européens, de lancer des dizaines, voire des centaines de milliers de migrants dans des embarcations de fortune vers les côtes européennes pour que l'Europe soit
totalement dépassés par les événements et par l'ampleur de la catastrophe humanitaire. Et puis, comme l'a dit un responsable de l'OTAN qu'on a entendu dans le sujet, eh bien, les islamistes peuvent très bien infiltrer des gens à eux parmi les candidats à l'immigration. Alors, il y a eu unité, effectivement, pour le vote de cette mesure et cette opération navale. En revanche, il y a division des Européens très claire sur la volonté d'accueillir des réfugiés, cette fois, et notamment sur la fameuse politique de quotas. Voilà, alors, le problème, il pose déjà sur la définition et le statut des candidats à l'immigration. Vous avez des irréguliers, des immigrants qui cherchent tout simplement de meilleures conditions de vie en Europe, et à partir du moment où ils arrivent d'une manière clandestine, eh bien, la politique officielle de l'Europe, c'est bien évidemment de tenter de les ramener chez eux. Et puis il y a des demandeurs d'asile, et là c'est très délicat. La France a toujours accepté d'accueillir une part de ces demandeurs d'asile, et les autres pays européens sont dans la même longueur d'onde en quelque sorte. Par contre, il est question de quotas, et la France, d'autres pays, le Royaume-Uni par exemple, refusent d'accepter l'idée même de quotas lorsqu'il s'agit encore une fois d'immigrants économiques, et reprochent en fait à la Commission européenne, puisque c'est elle qui gère à la fois l'opération militaire, mais aussi la répartition des immigrants à travers les différents pays de l'Union européenne. Eh bien, les pays européens reprochent à la Commission de ne pas faire de distinction très claire entre les irréguliers, les candidats à l'immigration économique, et les demandeurs d'asile qui fuient des zones de conflit ou qui fuient des régimes totalitaires. Donc tout cela est très complexe, même si la plupart des États européens sont d'accord sur le fait que l'Italie seule, encore une fois, ne peut pas à elle seule assumer tout le fardeau d'un accueil d'un aussi grand nombre de personnes. Mais le problème, c'est que tant que vous avez des personnes qui sont aussi nombreuses à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure, c'est que le problème ne sera pas résolu par une opération militaire aussi efficace et aussi grande soit-elle, et qu'il faudra s'attaquer à la racine du problème. Et c'est un peu ce dont Manuel Valls a parlé lorsqu'il a évoqué la situation en Afrique même. Merci, Dror-Even Sapir. En France, la mort de ces deux adolescents à Clichy-sous-Bois avait déclenché de violentes émeutes de banlieue. C'était en 2005. Eh bien, les deux policiers qui avaient lancé cette course-poursuite contre ces deux jeunes ont été relaxés aujourd'hui par la justice. Ils étaient poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Réaction évidemment scandalisée des familles des deux victimes. Et puis ce coup de filet également dans plusieurs cités de la région parisienne. 12 personnes en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé au braquage spectaculaire de la voiture d'un prince saoudien. C'était à Paris, tout près de l'aéroport de Roissy. 250 000 € avaient été dérobés, ainsi que des documents diplomatiques appartenant donc au royaume saoudien. En Israël, c'est sans doute la plus importante opération policière anti-mafia qui a été menée ce matin. Un grand coup de pied dans la fourmilière du crime organisé dont les ramifications dépassent largement les frontières du pays. Julia Ganancia. Un coup de filet qui fera date dans les annales de la police en Israël. Lundi matin, 50 personnes ont été arrêtées dans une des plus grandes enquêtes de l'histoire du pays. Des personnes liées aux plus graves assassinats commis ces dernières années. De sources policières, des dizaines de maisons ont été perquisitionnées ainsi que des véhicules et des comptes en banque dans le cadre d'une investigation sur les liens présumés avec le crime organisé en Israël et à l'étranger. L'enquête a été menée par l'unité 443, une unité créée en 2008 par la police israélienne pour lutter contre le crime organisé. Certains des suspects arrêtés seront traduits dès mardi devant un juge de Rishon LeZion. Au cours des dernières années, les organisations criminelles se sont rendues responsables d'une série d'affaires violentes, parmi lesquelles des meurtres et des attaques criminelles qui ont secoué le pays et qui sont restées non résolues jusqu'à ce jour. Malgré tout, la police se vante d'une diminution spectaculaire de la criminalité. Aussi bien le crime organisé que les meurtres ont atteint leur plus bas niveau ces 10 dernières années. Si une personne est assassinée tous les 3 jours en Israël, Danino relativise la situation et précise que le taux de criminalité est 4 fois moins élevé en Israël qu'aux États-Unis. Et au cours de la dernière année, il y aurait eu moins de meurtres en Israël qu'en Suisse. Rien que sur l'année 2014, 434 millions de shekels, soit 100 millions d'euros, ont été investis dans la lutte contre les criminels en Israël, bien dérisoire à côté des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel de la criminalité organisée.
Vous allez le voir sur ces images qui nous parviennent en direct du centre de Tel Aviv. Les Israéliens d'origine éthiopienne organisaient une nouvelle manifestation ce soir pour dénoncer le racisme dont ils se disent victimes. Ils veulent des changements rapides et concrets et veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Manifestation évidemment très encadrée. On va retrouver sur place Maël Benoliel. Bonsoir. Oui, Jean-Charles, je suis donc ici dans le centre de Tel Aviv où la communauté éthiopienne d'Israël est de retour dans la rue 2 semaines après la précédente manifestation qui s'était terminée, je vous le rappelle, par de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Aujourd'hui, encore un seul et même mot d'ordre, stop au racisme et à la discrimination envers la communauté éthiopienne d'Israël. Quelques centaines de manifestants seulement ont donc traversé le centre-ville de Tel Aviv, accompagnés dans leur marche par de nombreux policiers qui semblent être même plus nombreux que les manifestants eux-mêmes. C'est vous dire, Jean-Charles, si la police prend cette fois cette manifestation très au sérieux. Et pourtant, les manifestants sont beaucoup moins nombreux, vous l'aurez compris, que lors de la dernière manifestation qui avait pris place à Tel Aviv aussi au niveau de la place Rabin. Pour le moment, en tout cas, Jean-Charles, il règne ici une ambiance bon enfant alors que les manifestants ont reçu l'autorisation de la police de manifester jusqu'à 23h ce soir. La police a d'ailleurs fait signer une décharge aux organisateurs. Le but, faire respecter aux manifestants certaines conditions et notamment celle de ne pas voir cette manifestation continuer au-delà de 23h. La police qui a d'ailleurs prévenu qu'elle n'hésitera pas à faire usage de la force au moindre débordement. Voilà Jean-Charles, c'est tout pour le moment, ici depuis le boulevard Rothschild de Tel Aviv. Voilà Maël Benoliel qu'on va retrouver évidemment un petit peu plus tard pour suivre l'évolution de cette manifestation. Pour l'instant évidemment, aucun incident à signaler. L'Ukraine a décidé d'apporter la preuve vivante de l'implication russe dans les combats de l'Est du pays. Kiev a promis aujourd'hui d'exhiber dès que possible 2 prisonniers russes capturés, blessés, présentés comme des membres des forces spéciales opérant dans le pays. Elsa Mourgue. Pour la seconde fois, les autorités ukrainiennes annoncent la capture de soldats russes comme preuve de l'implication de Moscou dans la guerre qui ravage l'Est ukrainien depuis plus d'1 an. Nous avons capturé 2 soldats de l'armée russe, un officier et un sergent. Ils ont tous les 2 été blessés dans cet affrontement. Les dirigeants de la Fédération de Russie ne pourront pas prétendre que ces hommes se sont égarés sur le territoire ukrainien. Ces militaires s'apprêtaient à mener une mission de combat. Ils s'apprêtaient à tuer nos soldats, à tuer nos citoyens. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine a toujours catégoriquement nié toute participation dans le conflit. Et quand des parachutistes russes avaient été capturés en août dernier, il avait effectivement rétorqué qu'ils s'étaient juste perdus en cours de patrouille. En ce qui concerne les 2 soldats russes capturés sur le territoire ukrainien, les États-Unis ont demandé à ce qu'ils soient correctement traités. Au sujet de la capture à Chastia du capitaine et du sergent russe, je voudrais dire que nous saluons la déclaration publique du gouvernement ukrainien, selon laquelle ils seraient bien traités et que le comité international de la Croix-Rouge pourra leur rendre visite. Avant son assassinat, l'opposant russe Boris Nemtsov travaillait sur la présence de soldats russes en Ukraine. D'après son enquête, plus de 200 soldats de l'armée russe ont péri sur le sol ukrainien. En Macédoine, des manifestants réclament toujours le départ du gouvernement en place et ils ont même décidé de rester dans la rue jusqu'à obtenir satisfaction. Mais d'autres manifestants pro-régime, cette fois, sont descendus à leur tour dans la rue. Myriam Aman. L'opposition macédonienne a tenu son pari. Plus de 20 000 personnes sont descendues dans la capitale dimanche. Dans la foule se tenaient côte à côte des Macédoniens, des Albanais, des Turcs et des Roms. Tous réclament la démission du gouvernement Gruevski. Nous espérons que notre Premier ministre, que nous considérons déjà comme appartenant au passé, va entendre la volonté de la majorité de tous les groupes ethniques et qu'il va démissionner. En surface, l'ambiance était plutôt bon enfant. On chantait, dansait entre les discours. Mais derrière les sourires, la colère gronde. Depuis 8 ans, ce pouvoir a été un désastre pour la Macédoine. Il a anéanti la démocratie et ça doit se terminer. Gruevski est mauvais parce qu'il a imposé un régime totalitaire dans ce pays. Tout est contrôlé. On ne peut rien dire contre ce pouvoir, sinon on est tout de suite fiché. Le rassemblement organisé devant le siège du gouvernement pourrait durer. L'opposition a en effet appelé les manifestants à rester dans la rue jusqu'à la victoire.
Chers citoyens, restons ici, devant le gouvernement. Nicolas Gruevski doit présenter sa démission. Tant qu'il reste ici, nous ne partirons pas non plus. Rejoignez-nous, pour vous, pour vos enfants. L'opposition accuse le gouvernement d'avoir mis sur écoute des milliers de personnes, dont des journalistes, des magistrats et des adversaires politiques. Le Premier ministre a promis de riposter. Il appelle ses partisans à manifester ce lundi soir dans le centre de la capitale. Aux États-Unis, la police a procédé aujourd'hui à l'arrestation de plus de 190 membres de bandes de motards. Et ce, après un règlement de compte sanglant entre bandes rivales qui a fait 9 morts au Texas la nuit dernière. Ces bikers, comme on les appelle, sont impliqués dans de nombreux trafics. Myriam Aman. Plusieurs bandes de motards se donnent rendez-vous dans un restaurant de Waco, dans le sud du Texas. Ils doivent régler des problèmes territoriaux et de recrutement. Mais très vite, la situation dérape. Peu après 12h15, une bagarre a débuté à l'intérieur du restaurant, puis s'est poursuivie sur le parking. La bagarre a rapidement dégénéré. Ça a commencé par des coups de poing et des coups de pied, puis des chaînes, des barres de fer et des couteaux ont été utilisés. Et puis la bagarre dégénère encore, les motards sortent des armes et font feu. Immédiatement, la police intervient. Il y avait au moins 3 gangs rivaux ici ce matin, quelle qu'en soit la raison. Nous étions là également, nous avions des agents sur place parce que nous nous attendions à des problèmes. Bilan de la fusillade, 9 morts et 18 blessés, dont 2 dans un état critique. Ces échanges de tirs auraient pu avoir des conséquences bien plus graves. À 10-15 mètres de là, il y avait un restaurant rempli de familles. Ils sont tous sains et saufs. J'ai vu des impacts de balles dans des voitures, j'ai vu des fenêtres exploser, des voitures de police qui ont été touchées et des motos renversées. La police annonce avoir saisi plus de 100 armes sur les lieux. Plusieurs personnes ont été arrêtées, la zone complètement bouclée. Nouvelle révélation dans l'affaire Kerviel en France, ce scandale financier pour lequel un ex-trader de la Banque Société Générale a été condamné pour des prises de position frauduleuses portant sur plus de 4,9 milliards d'euros. Selon Mediapart, eh bien, la police aurait également mis en cause la banque dans ce scandale, mais les investigations n'auraient finalement pas été retenues par la justice. Explication. La Société Générale ne pouvait ignorer les agissements de son trader. C'est ce qu'affirme Nathalie Leroy, la commandante de police chargée du dossier, sur le site d'information Mediapart. Jérôme Kerviel, qui avait été condamné en première instance puis en appel pour la perte de 5 milliards d'euros par la banque en 2008, n'aurait donc pas agi à l'insu de sa hiérarchie. Selon Mediapart, l'enquêtrice en a eu d'abord le sentiment, puis la certitude, après avoir parcouru plusieurs documents et auditionné plusieurs témoins. Elle a notamment évoqué le témoignage d'un ancien salarié de la banque. Employé à la section risque opérationnel, ce travailleur a assuré à l'enquêtrice que l'activité de Jérôme Kerviel était connue. Il aurait également affirmé avoir alerté en avril 2007 Claire Dumas, adjointe au directeur des risques opérationnels, et d'autres par le biais d'un message électronique. Ce témoignage met à mal la version de la banque qui affirmait ne pas être au courant des agissements de son trader. Toujours selon Mediapart, le juge d'instruction a auditionné l'enquêtrice en avril dernier, une audition qui pourrait faire rebondir toute l'affaire. Jérôme Kerviel a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, puis par la cour d'appel qui a confirmé la peine à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes pour abus de confiance, manipulation informatique, faux et usage de faux. Mi-mars 2014, la Cour de cassation a rendu cette condamnation pénale définitive, mais a cassé le volet civil de la décision qui attribuait 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale. Un nouveau procès civil doit se tenir en janvier 2016 afin d'établir la répartition des responsabilités dans cette perte. Alors avec nous, Lionel Friedfeld, qui est analyste financier. Vous avez justement travaillé, hein, Lionel, avec, aux côtés, pas aux côtés directement, mais en tout cas avec Jérôme Kerviel à l'époque. À la Société Générale, dans la partie banque d'investissement, effectivement. Donc au moment où se sont passés ces faits, d'abord il faut expliquer en quoi consistait justement le travail de Kerviel et comment il a pu prendre de tels risques financiers. Alors, pour bien comprendre, faites un petit peu de technique. En fait, Kerviel travaille dans une salle de marché spéciale, les dérivés actions. Il y en a plusieurs salles de marché. Premièrement. Deuxièmement, dans cette salle de marché, c'est surtout, il y a beaucoup en fait de gens qui ont fait Polytechnique, qui minent, des ingénieurs
ingénieurs vraiment spécialisés dans la finance. Et en fait, c'est un petit peu la Mecque internationale de la finance, notamment toutes les grandes banques américaines viennent pêcher la Société Générale, justement pour prendre des éléments. Troisième point, Kerviel est un petit peu différent. Il n'a pas un parcours aussi brillant. Il a commencé notamment dans le middle office, c'est-à-dire l'administration pour les traders. C'est là notamment qu'il a compris, c'est là qu'il a appris toutes les manipulations à faire. Quand il était trader, il a pu effectivement faire une fuite. Et Kerviel travaillait en fait dans un desk qu'on appelle le Delta One. C'est un petit peu l'élite de chez l'élite. Et donc, il a permis notamment d'acheter et de vendre à découvert énormément d'argent puisque ses positions étaient de près de 50 milliards d'euros. Est-ce que c'est courant à ce niveau de poste de pouvoir dépenser autant d'argent? Est-ce que ça arrive à d'autres aussi? Ce n'est pas courant du tout puisqu'il y a un service de contrôle. Et d'ailleurs, l'information, les risques opérationnels, a priori, on avait conscience. Mais il a commencé avec un petit peu d'argent. Chaque année, il gagnait énormément d'argent. En 2007, il a gagné 1,7 milliard d'euros. Donc sa hiérarchie devait savoir qu'il avait des positions qui étaient énormes car on ne gagne pas 1,7 milliard d'euros avec des petites positions de 10, 20 ou 50 millions d'euros. Premièrement. Deuxièmement, sa hiérarchie, et c'est ça qui est intéressant, a toujours nié les faits en disant que c'était un trader qui était un petit peu seul. Mais ce qui est intéressant quand même de constater, c'est qu'après cette affaire, notamment le PDG Daniel Bouton, un des PDG historiques de la Société Générale, mais également Jean-Pierre Mustier, qui dirigeait la banque d'investissement, sont quand même partis de la Société Générale. Ouais. Alors il faut expliquer que compte tenu de sa position et des chiffres que vous nous avez donnés, il y a des contrôles. Là, ils n'ont pas joué. Pourtant, la justice n'a jamais condamné la banque. A toujours estimé que c'était Kerviel qui était seul responsable. Alors il y a une espèce, sans doute, la justice doit faire son travail, les journalistes également, puisque en fait la Société Générale est quand même dirigée par une espèce de caste, comme beaucoup de corporates françaises, qui sont soit énarques, soit polytechniciens, soit mines, et qui ont notamment à Bercy, au ministère des Finances, ou sur les autorités de tutelle, ils ont été ensemble à l'école. Premièrement, ça c'est intéressant de noter. Deuxièmement, il y avait quand même un trou de 4,9 milliards d'euros, donc ça aurait pu en fait créer une véritable faillite sur la Société Générale, mais également avoir un risque systémique, c'est-à-dire avoir des répercussions sur la BNP Paribas, sur le Crédit Agricole, et on va dire détruire la finance française et européenne. Donc une décision a été faite, effectivement, de recombler cet écart, et aujourd'hui, et de désigner un petit peu un bouc émissaire, mais seule la justice pourra le dire de façon certaine début 2016. Bon, en tout cas, la justice pour l'instant n'avait condamné que Kerviel, effectivement, mais elle l'a dispensé de rembourser l'argent. Merci Lionel Friedfeld. On va prendre un autre avis maintenant, celui d'Olivia Dufour, qui est en ligne avec nous. Bonsoir, vous êtes journaliste spécialisé, auteur du livre Kerviel, enquête sur un séisme financier. Avez-vous été surprise, Olivia Dufour, par ces nouvelles révélations ? Eh bien, écoutez, à en croire l'annonce effectivement de l'article, ce serait une mise en cause de la responsabilité de l'affaire Kerviel. Ce n'est pas la première fois que la défense de Jérôme Kerviel essaye justement de transformer l'affaire Kerviel en affaire Société Générale. C'est la formule consacrée de la défense. Donc, avant de lire l'article, on se dit il doit y avoir énormément d'éléments nouveaux. Et quand on le prend, on voit simplement un témoignage parmi d'autres, comme il est courant dans une instruction, puisque l'instruction est en cours, où l'on voit effectivement que le juge a entendu un policier qui, rétrospectivement, se demande si elle a tout bien compris à ce dossier extrêmement compliqué. C'est beaucoup moins nouveau et beaucoup moins bouleversant que ce qui est annoncé par le site Mediapart. Oui, mais enfin, ce qui paraît énorme quand même, vu les sommes engagées dont on parle, des milliards d'euros, c'est d'imaginer que la banque n'ait rien vu. On a encore du mal à le croire, Olivia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les traders d'une banque comme Société Générale passent des millions de transactions par jour, qui représentent des milliards. Donc, évidemment, pour nous, 50 milliards de positions, ça semble énorme, mais si on rapporte ça au volume quotidien traité et pour compte propre et pour compte de tous les clients sur l'ensemble de la planète, ça n'est pas si énorme que ça. À partir de là, il y a deux hypothèses. Celle de la complicité qui est évoquée par Jérôme Kerviel, mes supérieurs savaient, et celle de l'insuffisance des systèmes de contrôle interne qui ont mis 7 mois à réagir, parce que finalement, les systèmes se sont déclenchés,
mais il a fallu attendre 7 mois pour que plusieurs alarmes en même temps attirent enfin l'attention de quelqu'un. Moi, je pense raisonnablement qu'effectivement la banque n'a rien vu, ce qui est extrêmement fautif de sa part. Il ne s'agit pas du tout de la dédouaner. Elle a été d'une insuffisance extrêmement grave et ça a entraîné des conséquences qui auraient pu être mortelles et pour elle et pour la place de Paris. Donc dire qu'elle n'est pas complice n'est absolument pas la mettre hors de cause. C'est simplement distinguer entre un trader qui fait des choses non autorisées, c'est une responsabilité pénale, et une banque qui aurait dû le voir et aurait dû être en mesure de l'empêcher de commettre ces actes. Merci Olivia Dufour. Je rappelle donc à le titre de votre livre sur cette affaire, Enquête sur un séisme financier, l'affaire Kerviel, donc publiée aux éditions Erol. Alors, un mot, Lionel Friedfeld, là-dessus. Alors oui, mais simplement, les investisseurs ont sanctionné aujourd'hui la Société Générale. Il y a un recul de moins 1,40%, elle clôture à 44 €. Et ce qui est surtout important, c'est que demain, il va y avoir l'Assemblée Générale de la Société Générale. Il va sans doute avoir des débats houleux. Merci Lionel Friedfeld, donc analyste financier sur cette affaire Kerviel. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak se lance dans le financement d'entreprises et il a choisi une start-up israélienne qui est à la pointe des systèmes de sécurité, la reconnaissance faciale. Maxime Pérez. La révolution se nomme FST Biometrics, une start-up israélienne qui, comme son nom l'indique, permet d'identifier une personne à travers ses caractéristiques physiques, ou même les mouvements de son corps. Pour cette entreprise fondée en 2007, l'avenir ne passe plus par les empreintes digitales, mais par la reconnaissance faciale. Illustration avec cette caméra biométrique capable de scanner à distance n'importe quel individu. Si ce dernier est connu du système, la porte s'ouvre. Le marché est sans limite parce qu'il représente un potentiel partout où il est nécessaire d'identifier une personne. Cela commence par l'accès à des bureaux, contrôler des gens qui rentrent et qui sortent. C'est un besoin constant dans le monde de l'entreprise. Un marché prolifique et attrayant. La start-up est très bien implantée sur le continent américain et elle vient d'obtenir les faveurs du fonds d'investissement GMF. Son patron, le milliardaire suisse Gary Fagel, a autorisé l'injection de 15 millions de dollars. Autre renfort de poids pour FST Biometrics, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, qui intègre le comité exécutif de l'entreprise. Il retrouvera une vieille connaissance de l'état-major de Tsahal, le général Aaron Zevi Farkash, le fondateur de FST Biometrics. Il y a un besoin de sécurité dans les grandes métropoles et ce besoin doit intervenir de manière préventive. Il y a aussi une interaction entre ce besoin de sécurité contre le terrorisme et de sécurité face au crime. Voilà où se trouve notre marché. Voilà pourquoi, selon moi, nous devons développer des systèmes d'identification en mouvement. Et pour Zevi Farkash, le défi s'inscrit dans le futur. D'ici 2045, 6,5 milliards de terriens vivront à l'intérieur des villes. Par conséquent, le monde de la sécurité doit s'adapter à cette réalité. Mon objectif, c'est la sécurité non contraignante. Nous ne voulons pas ralentir le rythme du quotidien au XXIe siècle. Les gens vont à leur travail et il peut arriver que 20 000 personnes pénètrent dans un même bâtiment ou dans un complexe. Ce flux ne peut pas être traité par une seule lentille optique, mais il peut être traité par un processus d'identification émotionnelle. FST Biometrics, une technologie israélienne unique au monde, et sans doute bientôt une référence pour de très nombreuses entreprises et institutions. Une pause et la suite. Dans un instant, on parlera de l'Irak et de la Syrie. À tout de suite. Feu vert de l'Europe pour des opérations navales militaires en Méditerranée afin de lutter contre les trafics de migrants. Ces opérations pourront être menées tout près des côtes libyennes. L'armée irakienne mise en déroute par l'État islamique. Des soldats irakiens ont abandonné la ville de Ramadi aux djihadistes de l'EI. L'Iran propose son aide à Bagdad pour reprendre cette cité. Et puis il y a tout juste 50 ans était pendu en Syrie l'un des espions les plus célèbres d'Israël, Eli Cohen. Sa fille viendra témoigner dans quelques minutes.
L'État islamique a donc réussi à prendre une nouvelle ville importante en Irak, celle d'Hamadi. L'armée irakienne a de nouveau abandonné ses positions et c'est une nouvelle fois l'Iran et ses milices chiites qui pourraient se porter à son secours. Le Pentagone vient de reconnaître il y a quelques instants qu'il s'agissait d'un revers. Joseph Emmanuel. Ramadi est tombé et la déconvenue est cruelle pour l'armée irakienne. L'assaut de l'État islamique sur l'immense province d'Al-Anbar a débuté il y a un mois et demi. Avec la prise de Ramadi, les djihadistes contrôlent la presque totalité de la région, une sorte de revanche après avoir été délogés de Tikrit début avril. Dans l'après-midi de dimanche, les forces de sécurité comme les milices sunnites ralliées à Bagdad ont évacué le centre de commandement de la région. Les hommes en noir de l'État islamique faisaient le siège depuis plusieurs jours. Le gouverneur de la province reconnaît la défaite. Ramadi est tombé. La ville a été prise dans sa totalité. Les militaires sont en fuite. Au moins 500 personnes, civiles et militaires, seraient mortes dans les combats des 2 derniers jours. Malgré la défaite, le Premier ministre irakien a ordonné à ses troupes de tenir leur position. Appui aérien, renforts, notamment de milices chiites, sont attendus autour de Ramadi. La situation critique pousse donc les Irakiens à laisser les chiites se mêler au conflit dans une région exclusivement sunnite. Le ministre iranien de la Défense est à Bagdad ce lundi pour rencontrer son homologue irakien. Le risque de nouvelles violences confessionnelles est donc pris par un gouvernement acculé comme jamais. L'État islamique contrôle désormais 3 capitales provinciales à travers la Syrie et l'Irak, quand il n'en contrôlait que 2 lorsque les États-Unis intervenaient militairement en août 2014. Les observateurs parlent d'une situation qui empire chaque jour, mais Washington ne s'inquiète pas. L'administration Obama n'a pas explicitement entériné la perte de Ramadi, et John Kerry va jusqu'à qualifier la ville de simple cible d'opportunité, arguant que la situation se renversera dans les prochains jours, comme dans la ville de Palmyre, car la prise de Ramadi coïncide avec l'offensive des hommes en noir sur l'antique cité syrienne. Les hommes de Daesh avaient pris le contrôle d'une partie de la ville, créant l'inquiétude du monde quant aux milliers de ruines antiques qu'elle abrite. Mais l'offensive a été coupée court par les forces loyales au président Bachar el-Assad, même si Palmyre a été ce lundi la cible de nombreux tirs de roquettes, ayant tué de nombreux civils, dont des enfants. La retraite en désordre de l'armée irakienne à Ramadi reste néanmoins sa plus cinglante défaite depuis l'effondrement de Mossoul. Une défaite malgré l'envoi par l'Amérique de 3000 soldats et conseillers militaires. Une défaite qualifiée de majeure par les experts militaires face à la machine de guerre djihadiste. Alors tout cela pose évidemment plusieurs questions sur la stratégie qui est mise en place à la fois par les alliés de la coalition, les Américains et puis aussi les Irakiens et l'Iran qui est partie prenante. Bonsoir Ali Waked, bonsoir Jean-Charles. Expert donc pour le monde arabe et musulman. D'abord, comment expliquer une nouvelle fois cette déroute de l'armée irakienne? Elle n'a pas du tout été réorganisée, semble-t-il, depuis la perte de Mossoul. Tout à fait, Jean-Charles. On vient d'apprendre encore une fois que l'armée irakienne souffre encore de cette grande démolition qu'a été le sort de cette armée après la chute de Saddam Hussein et que depuis, elle n'a pas été vraiment réhabilitée et que le fait que les forces des Américains ont contrôlé la totalité de l'Irak et ont mené les opérations contre Al-Qaïda à l'époque et que l'armée irakienne et les forces irakiennes n'ont pas été que un sort d'auxiliaire et d'aide aux forces américaines se reflète maintenant dans l'attitude et dans la capacité, surtout dans l'incapacité de l'armée irakienne de battre quelques milliers ou quelques centaines peut-être des djihadistes de l'État islamique. Je suis d'accord avec le secrétaire d'État américain que la situation à Ramadi va être renversée. Les Irakiens, l'armée irakienne va prendre la ville, mais elle va le prendre avec cette combinaison de raid aérien de la part des Américains et l'intervention des milices chiites sur le terrain contre les djihadistes de l'État islamique. Mais la question qui se pose, est-ce que la stratégie internationale se réduit à battre l'État islamique dans une communauté pour perdre une autre communauté à proximité ou pas à proximité? Elle est où cette stratégie dont on parle depuis très longtemps de la communauté internationale? On voit que la coalition internationale continue à frapper de l'air l'État islamique en Syrie et en Irak, mais on continue à apprendre que l'État islamique récupère de plus en plus de territoires et en Syrie et en Irak. Et la grande question, est-ce qu'il y a un deal entre les États-Unis avec les pays arabes sunnites que pour le moment, il faut battre l'État islamique pour le réduire, pour le minimiser, mais pas pour l'éradiquer totalement, en prenant en compte que l'État islamique est l'adversaire et l'ennemi principal et des chiites en Irak et du régime de Bachar al-Assad. Alors il y a aussi le rôle de l'Iran, parce qu'on voit bien dès aujourd'hui le ministre iranien qui arrive évidemment à Bagdad comme par hasard. Qu'est-ce que cherche l'Iran à faire? Parce que là encore, ce sont les milices chiites et l'Iran
qui seront peut-être derrière la reconquête de Ramadi? Non, tout simplement, l'Iran cherche à conserver son intérêt. Et ces intérêts consistent à ce que le régime en place en Irak garde sa place et qu'il n'y a pas un danger qui mettent en défi l'avenir de l'Irak en tant qu'État satellite de l'Iran. L'Irak actuel est un pays qui n'a pas sa souveraineté. Je ne parle pas d'une souveraineté territoriale, mais il n'a pas la souveraineté politique. Il ne peut pas avoir une politique extérieure qui est différente et séparée de la politique iranienne. Et ça, ce que viennent garder les Iraniens en offrant, entre guillemets, leur aide, ils offrent aux Irakiens de garder les intérêts de l'Iran, de la République islamique dans l'Irak et dans la région. Et Jean-Charles, une dernière remarque. Les Américains doivent s'inquiéter du fait que l'armée irakienne, au bout de longues années d'entraînement, n'est pas capable de battre l'État islamique. Parce que si jamais l'État islamique décide d'élargir leur campagne contre les autres États sunnites, l'Arabie saoudite en première place, la totalité de cette région est en danger. Je viens de dire à plusieurs reprises ici sur ce plateau que l'État islamique a nommé des émirs à la Mecque et a nommé des émirs à Médine, les deux villes les plus importantes en Arabie saoudite. C'est un message envoyé par l'État islamique en disant que l'Arabie saoudite est aussi sur notre échelle. À quelle place de la priorité, ça on n'en sait pas encore, mais si les Américains continuent leur stratégie très hésitante, une stratégie qui est interprétée par l'État islamique comme une faiblesse sans précédent, je pense que le nouveau président aux États-Unis sera obligé de réviser cette politique de sans boots, without boots dans la péninsule arabe. Un mot de ce qui se passe à Palmyre. Là, est-ce que le régime syrien, justement, reprend, on va dire, des forces après avoir empêché pour l'instant la chute de Palmyre aux mains de l'État islamique? C'est le signe que l'armée syrienne contrôle un peu mieux la situation que ce qui se passe en Irak? Et de l'autre côté, il a perdu des villes vers les frontières avec la Turquie. C'est essentiellement les forces du Hezbollah qui se sont emparées de la ville avec l'aide de l'armée syrienne. Non, il y a un status quo. Le régime perd une ville, il gagne une autre. Et ce jeu de chat et rat qu'il faut inquiéter la communauté internationale. L'État islamique met en danger un régime qui, malgré les atrocités qu'il a commis, constitue, à mon avis, une certaine source de stabilité dans la région, malgré la souffrance du peuple syrien. Le grand défi, c'est l'État islamique, et c'est un défi que pour le moment, l'attitude de la communauté internationale ne se montre pas comme une attitude qui est décidée à faire face à ce danger. Merci Ali Waked. On va signaler également qu'au Yémen, la coalition arabe a repris aujourd'hui ses frappes sur les rebelles chiites. La trêve humanitaire a donc pris fin hier soir et l'Arabie saoudite accuse les chiites d'avoir brisé cette trêve donc, qui n'aura duré pour l'instant que 5 jours. On va maintenant évoquer une première en Israël. L'ensemble des services concernés, de près ou de loin, par la sécurité du pays, qui se sont réunis dans une seule et même pièce aujourd'hui pour parler coordination. Il s'agit de lutter plus efficacement contre les menaces intérieures ou extérieures. Reportage Mathias Idbar. Services de police, officiers de l'armée israélienne et agents des services de sécurité intérieure réunis autour d'un seul thème. Comment assurer ensemble la sécurité d'un État ? Le premier congrès du genre en Israël. Je dois vous dire que c'était plus excitant d'avoir été le chef de la police de Tel Aviv ou chef des commandos de la police que député. Plus sérieusement, je suis fier aujourd'hui de réunir pour la première fois tous les acteurs de la vie sécuritaire pour un seul et même objectif. Au-delà des mots, il y a des faits. Et à l'instar de ce qui peut se passer en France entre les unités de police et les renseignements intérieurs, il existe en Israël une rétention d'informations entre les services. Israël n'a pas de conception sécuritaire nationale. Il faut imposer un régulateur, non pas en temps de crise, mais au niveau du quotidien. Résultat, chacun fait ce qu'il veut. Chaque service prend une décision en fonction de ce qui lui semble bon et non de ce que le pays a réellement besoin. Même si des mesures ont été prises pour que les services de sécurité opèrent ensemble, après l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents israéliens en juin dernier, un agent du Shabak doit siéger en permanence dans les centres de crise de la police.
La police a besoin de tous les services qui peuvent aider, non pas via le téléphone, mais à ses côtés. C'est donc ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve dans un même centre de crise des policiers, des agents du renseignement intérieur et des militaires. On ne peut plus se permettre de perdre une information en temps réel. Alors qu'il s'agisse de menaces physiques ou cybernétiques, la même question se pose. Qui est responsable? Ce qui, face à la globalisation du terrorisme, du Hezbollah à l'État islamique, pose un problème de fond. Au-delà des menaces air, mer, terre que nous font peser des organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, nous sommes confrontés à l'État islamique et ses éléments étrangers qui participent au djihad et qui rentrent chez eux surentraînés. C'était le cas pour Charlie Hebdo, à Bruxelles et au Danemark. Cela pourrait l'être également avec un éventuel retour des Arabes israéliens de Syrie et d'Irak. D'où l'intérêt de coopérer pour toutes ces forces de sécurité. On va parler football à présent pour saluer la performance du FC Barcelone qui a remporté hier soir son 23e titre de champion d'Espagne. Et compte tenu de la forme et des qualités que tient l'équipe cette année, le triplé Coupe d'Espagne et Ligue des Champions semble tout à fait à la portée de l'équipe catalane. Lise Barenbaum. Le FC Barcelone vient d'empocher son 23e titre de champion d'Espagne en 37e journée de Liga. Vainqueur à Madrid sur la pelouse de l'Atlético grâce à un but de Messi, le club catalan surpasse son rival, le Real Madrid. Malgré sa victoire sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone 4-1 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, avec 4 points de retard sur le Barça, la Casablanca ne pouvait rien faire. Je ne pense pas qu'au moment présent, gagner un championnat, c'est le résultat de 38 matchs d'efforts. Les joueurs ont très bien joué aujourd'hui. Ils savaient que cette victoire nous donnerait le titre. L'équipe méritait de gagner. Nous avons montré les qualités qui nous caractérisent. Il faut vraiment féliciter les joueurs. Depuis le début de la saison, le club et les fans nous ont soutenus pour arriver à ce moment génial. Je suis fier de rendre les fans du Barça heureux. Il aura suffi d'un éclair de Messi bien aidé par Pedro. L'Atlético n'a pas résisté à des Barcelonais qui ont affiché un taux de 76% de possession de balle. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético, lui aussi reconnaît les qualités de ses adversaires. Le FC Barcelone mérite d'être champion, surtout pour son niveau depuis le mois de décembre. Félicitations à eux, ils le méritent totalement. Je pense que ça va leur faire du bien de redevenir champions, puisqu'ils ne l'étaient pas la saison dernière. D'après moi, ils ont bien réagi depuis la fin de l'année dernière. Ils ont d'excellents joueurs qui peuvent décider du sort du match à n'importe quel moment. Et ils ont encore 2 opportunités à venir pour essayer de faire un triplé. Reste aux Barcelonais à remporter la Coupe du Roi le 30 mai face à l'Athletic Bilbao, puis la Ligue des Champions le 6 juin face à la Juventus pour un triplé d'une autre envergure. Et les fans y croient dur comme fer. Ce n'est que le début, on ne va pas s'arrêter maintenant. Ensuite ce sera la Copa del Rey, puis la Ligue des Champions. On va triompher à Berlin. Sous les ordres de Luis Enrique, la saison du Barça pourrait être exceptionnelle, encore une fois. Il y a 50 ans exactement se terminait tragiquement l'une des plus incroyables affaires d'espionnage. L'espion israélien Eli Cohen était pendu publiquement à Damas, en Syrie, après avoir infiltré les plus hautes sphères du régime syrien, et ce pendant des années. Invitée, et je la remercie d'être avec nous, Sophie Bendor. Bonsoir, vous êtes la fille d'Eli Cohen. Vous aviez 5 ans le jour où s'est passée cette exécution. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Vous avez encore des souvenirs de tout cela? J'avais 4 ans et demi. Je me souviens de la dernière visite. Mon frère était juste avant sa circoncision. On attendait, papa et moi, la naissance de mon petit frère et nous marchions dans les couloirs. Et je me souviens aussi après une grande fête avec une grande chaise pour le prophète Élie dans un salon vide. Cette chaise qui prenait toute la place dans la pièce. Et puis il y avait beaucoup de monde. C'est mon dernier souvenir de papa. Ça veut dire que votre père, tout en menant cette mission incroyable dont on va parler ensuite, continuait de venir voir votre mère, de venir vous voir en Israël. Il arrivait quand même de temps en temps, pas souvent, à venir. Il arrivait tous les 6 mois pour quelques semaines, très courtes.
Et notre vie se renversait, se transformait quand il arrivait, de ce silence, de ces points d'interrogation, de ce calme, à l'euphorie et la joie quand il arrivait. Et puis le retour du silence qui régnait quand il repartait, la tristesse, le deuil de moi, de maman. On se languissait tellement de lui à chaque fois qu'il partait. Comment vous expliquez qu'il ait choisi de mener une telle vie? Parce que c'est quasiment un sacrifice qu'il a fait pour Israël, c'est-à-dire d'aller comme ça mener cette mission extrêmement périlleuse à Damas. Comment vous l'expliquez? Je pense que mon père s'est consacré depuis le début de son âge adulte, à 18 ans, à la sécurité de l'État d'Israël, pour être au service de l'État. Cela lui semblait une suite naturelle de cela. Il voulait donner le meilleur de lui-même, il pensait qu'il pouvait donner le meilleur et il ne s'est jamais contenté de moins que cela. Ça lui semblait tout naturel. Je ne pense pas qu'il pensait à la fin et qui se passerait comme ça. Il penserait qu'il terminerait sa mission et il pourrait rentrer auprès de sa famille, la famille qu'il avait construite. Il n'imaginait pas que ce serait comme ça à la fin, sa fin. Alors, il faut rappeler qu'il a été démasqué grâce à des moyens très perfectionnés qui ont permis de repérer qu'il envoyait des messages à Israël. Est-ce que votre mère, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle l'avait senti inquiet lors des dernières visites qu'il a pu faire en Israël avant d'être démasqué? La dernière histoire, la dernière visite, on raconte que ceux qui le connaissaient, la famille proche, il était brisé. Il ne voulait pas retourner là-bas, mais il n'en a pas parlé. Ils ont vu qu'Élie n'était pas comme d'habitude, que c'était un autre Élie qui était sous tension, sous pression. Ça ne lui ressemblait pas. C'était quelqu'un de très doux, de très détendu, de très calme. Et c'est de cela qu'on parle dans la famille constamment. Le Mossad a nié cela jusqu'aujourd'hui. Ils ont dit que papa était en pleine forme et qu'il a parfaitement travaillé pendant toute cette période. Aujourd'hui, j'ai entendu le chef du Mossad raconter une nouvelle version, sans détail, mais en disant qu'apparemment ça a été une erreur que de l'envoyer la dernière fois qu'on l'a envoyé en Syrie. Ouais. Donc aujourd'hui encore, vous pensez qu'on ne sait pas la vérité finalement surtout et que peut-être on vous dira jamais vraiment ce qui s'est passé, comment on a décidé de le laisser peut-être trop longtemps là-bas en poste? Je sais que je ne saurais pas la vérité. Je connais des miettes de vérité et je ne sais pas si ces miettes-là sont vérité ou contre-vérité ou vérité corrigée ou manipulation sur la vérité. Je ne saurais de toute façon qu'une partie sur papa. Alors vous vous battez également, vous vous êtes battu pendant très longtemps pour essayer de récupérer évidemment sa dépouille parce que la Syrie n'a jamais voulu la restituer à Israël. Et là vous disiez qu'Israël n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour la récupérer. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il n'a pas été rendu dans les processus très importants que nous avons menés pour ramener les échanges de prisonniers et de corps décédés. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été inclus dans les listes lors de la guerre des 6 jours, lors de la guerre de Yom Kippour? Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas ça et je n'ai toujours pas reçu de réponse claire à cette question-là. Est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce qu'on leur a refusé? Aucune idée. Moi, j'ai le sentiment, et j'espère que je me trompe, qu'on l'a oublié. Pourtant, il y a toujours ici une tradition de célébrer Eli Cohen comme un héros. Il y a eu des films, il y a eu des livres qui ont été faits. L'État d'Israël aujourd'hui a célébré, je crois que vous avez participé à une cérémonie officielle à Jérusalem. Tiens, vous avez l'impression qu'il y a d'un côté, on salue le héros, mais de l'autre, on veut peut-être pas trop en faire sur cette histoire parce que finalement, il y a eu évidemment à la fin une issue tragique pour lui. Non, je ne vois pas les choses comme cela. Je pense qu'il est estimé chaque jour que Dieu fait pendant toute l'année par les gens qui ont travaillé avec lui, par les gens qui font des études sur ce qu'il a fait, les gens qui l'estiment et qui le respectent. Et moi, je ressens qu'il y a peut-être la peur des erreurs qui ont été commises. Peut-être qu'on veut les cacher, peut-être qu'on a peur de prendre ses responsabilités. Mais je sens qu'il y a un très profond respect pour Eli Cohen. Et je crois que l'on sent qu'on l'est en
vendette très importante par rapport à lui. Comment vous avez grandi, étant petite? Comment vous avez compris d'abord ce qui était arrivé ce jour-là, à ce jour d'aujourd'hui, il y a 50 ans, c'est-à-dire que votre père avait été exécuté publiquement? Qu'est-ce que ça vous a fait le jour où vous avez compris ce qui s'était passé? J'avais 4 ans et demi. La maison tout à coup a été remplie de monde. Je me souviens de ma grand-mère qui criait. Je me souviens de 3 personnes qui nous ont emmenés de la maison pour habiter ailleurs. Et je ne comprenais pas pourquoi, on ne me racontait rien ou pourquoi. Je voyais les gens qui ne souriaient pas autour de moi et petit à petit, ce jour-là, j'ai commencé à ramasser les miettes d'une histoire que jamais on ne m'a racontée de manière organisée et claire et suivie. Comprendre que c'est un héros, ce n'est pas très compréhensible pour une petite fille. S'il est mort, pourquoi est-il un héros? Comment c'est possible? Comprendre que tout ce qu'il avait fait, que la signification de son travail, cela m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez souvent pensé, j'imagine, à ce que devait être sa vie quand il était là-bas en Syrie, à Damas? Quel genre de vie il pouvait avoir, avec toujours peut-être cette peur d'être démasqué, tout en étant loin, évidemment, de tous les siens? Je pense que c'était un perfectionniste. En tout cas, c'est ce que j'ai appris, qu'il était perfectionniste et qu'il était très attentif aux détails. Il était impliqué dans la réflexion de ce qu'il fallait faire, comment le faire le mieux possible. Et il y investissait 24 heures sur 24 de contrôle sur lui-même, extrêmement élevé et dans une solitude énorme. Je ne sais pas comment il s'est mesuré à l'éloignement, à la peur, à la solitude. Personne ne m'en parle. Je ne sais pas comment imaginer cela, j'ai du mal. Peut-être qu'il s'attachait aux détails et qu'il se disait que si chaque détail est parfait, eh bien c'est qu'il aura fait ce qu'il fallait faire. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Aujourd'hui, donc on le dit, hein, il y a évidemment des cérémonies, il y a toujours cette image de lui qui est vue comme un héros ici en Israël. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on dise de lui encore, peut-être dans 10, dans 20 ans? Vous voulez toujours qu'on garde cette image de l'espion héros d'Israël? Je ne peux pas me séparer de ce personnage, de l'espion héros. C'est papa. C'est ça que je sais. Je ne peux pas changer ce personnage. Et ça ne m'est jamais naturel quand on parle de lui et qu'on le salue, le respecte, l'estime. Ce n'est jamais évident pour moi, ça ne va pas de soi. Et en même temps, c'est totalement naturel parce que c'est comme ça que j'ai grandi en même temps. Avec cette admiration dans les années 60, c'était vraiment l'admiration. Je la vois aujourd'hui beaucoup moins, cette admiration, mais je vois que son histoire est toujours d'actualité. Il est toujours, c'est toujours une histoire très forte qui résonne parce qu'elle est toujours d'actualité. Et donc je n'ai pas d'aspiration de savoir comment on va se souvenir de lui dans 20 ans, mais j'espère que je le verrai et que ça continuera. Merci Sophie Bendor. Je rappelle donc que vous êtes la fille d'Eli Cohen qui était donc bien exécutée il y a 50 ans exactement en Syrie, à Damas, après avoir été démasquée, donc qui travaillait pour les services secrets israéliens. Merci d'être venu témoigner ici en ce jour particulier pour vous et votre famille. Merci bien à vous. On sera ce soir avec un témoignage dans l'émission Reportage également, l'enquête qui se poursuit avec de nouveaux éléments dans la mort du procureur Nisman en Argentine. Vous vous souvenez, c'est lui qui enquêtait sur l'attentat commis contre la mutuelle israélite à Buenos Aires en 1994. Il avait mystérieusement été tué il y a quelques mois. La thèse du suicide a rapidement été écartée, mais les responsables n'ont toujours pas été trouvés aujourd'hui. De nouveaux éléments ce soir. Regardez tout de suite un extrait de l'émission. Buenos Aires, en Argentine. C'est dans le quartier portuaire de Puerto Madero que se trouve le complexe résidentiel Le Parc. Dans la nuit du 18 janvier 2015, le destin d'un homme bascule. Un drame dont les répercussions vont secouer l'Argentine et avoir un écho dans le monde entier. À minuit, le procureur Alberto Nisman, chargé de l'enquête sur l'attentat meurtrier contre la mutuelle juive Amia en 1994, est retrouvé mort dans la salle de bain de son appartement du 13e étage.
Alberto Nisman avait été nommé procureur spécial en 2004 par le président Nestor Kirchner afin d'enquêter sur l'attentat terroriste. L'attentat avait fait 85 morts. 10 années d'enquête plus tard, c'est à l'Iran et à ses plus hautes autorités que les milliers de pages empilées dans les archives de Nisman imputent la responsabilité de l'attentat. Comme vous le voyez, c'est ici que se trouvent tous les dossiers de l'enquête, toute la documentation sur laquelle nous travaillons tous les jours. Pendant toutes ces années, la position du gouvernement argentin reste ferme. L'Iran doit extrader les fugitifs accusés de l'attentat afin qu'ils soient jugés en Argentine. Que s'est-il passé cette nuit du 18 janvier 2015 ? Nisman s'est-il suicidé ? Ou bien a-t-il été tué pour l'empêcher de parler ? Nisman s'est suicidé. C'est un simple suicide, douloureux, tragique, comme toute décision de cette nature, prise par un homme accablé sous le poids de ses erreurs. En tant qu'élément juridique, ce qu'a écrit Nisman éveille en moi la pire des opinions. D'un point de vue humain, c'est détestable, car son intention était politique. Il comptait nuire à son propre pays d'une façon dont les dégâts apparaissent aujourd'hui irréparables. Au cours d'une conférence de presse, l'ex-femme de Nisman, le juge Sandra Arroyo Salgado, présente un rapport indépendant rédigé par une équipe d'experts de renom. En toute logique, le suicide qu'ils prétendent prouver ne le sera jamais, pour la bonne et simple raison qu'Alberto Nisman ne s'est pas suicidé. Alberto Nisman a été tué. Voilà, enquête à vivre et à suivre tout à l'heure en intégralité. Juste après le grand direct, ce sera dans l'émission reportage présentée par Stéphane Calvo. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer un sujet qui tient à cœur de nombreuses femmes, pouvoir occuper les mêmes postes que les hommes dans l'armée. Qu'en est-il justement en Israël avec une décision qui est tombée aujourd'hui et qui interdit aux femmes de rentrer dans des chars. Elles n'ont pas leur place dans des chars, c'est ce qu'a décidé l'armée israélienne. Cela peut faire débat. En tout cas, les femmes peuvent-elles vraiment égaler les hommes partout dans une armée? C'est la question que l'on se posera dans une dizaine de minutes avec des invités et puis des reportages. Restez avec nous. On revient juste après le journal qui vous sera présenté dans un instant par Julien Baloul pour faire un nouveau point donc sur l'actualité. A tout de suite. Alors on va parler à présent du combat pour l'égalité homme-femme. C'est un combat qui se mène aussi dans l'armée et en Israël, les femmes ont accès à la plupart des postes au sein de Tsahal. Mais quelques-uns leur sont encore fermés. Et le débat vient d'ailleurs d'être tranché contre l'entrée des femmes dans les tanks israéliens. Explication Julia Ganancia. Pour l'armée israélienne, les tanks ne seraient pas un lieu pour les femmes. Selon une étude révélée ce lundi, les exigences physiologiques des unités de chars sont au-delà des capacités de la plupart des femmes. Le commandement de l'armée de terre a notamment cherché à déterminer si les femmes pouvaient opérer dans les tanks ou les bulldozers D9. Les résultats des tests ont conduit les responsables militaires à conclure que les femmes ne pouvaient opérer dans les unités de chars. Les exigences physiologiques que requièrent des postes comme pilote de tank ou chargeur de munitions se situeraient au-delà des capacités de la plupart de la gente féminine. Dans un article paru dans le magazine de l'armée Maharashot, d'anciens officiers du corps médical ont déclaré qu'ils estimaient que les femmes pouvaient être intégrées aux forces combattantes, mais seulement en fonction de leurs limites physiques. Aujourd'hui en Israël, les femmes peuvent occuper 92% des postes dans l'armée. Cette année, des femmes ont notamment été admises dans l'unité d'élite Moran du corps d'artillerie ainsi qu'à ceux de l'unité qui dirige les drones qui accompagnent les forces sur le terrain. L'égalité homme-femme est un droit certes, mais dans l'armée, ce principe se heurte à certaines limites. Alors, il a fallu une étude médicale quand même, on l'a vu, on l'a entendu pour arriver à cette conclusion. On va en parler avec vous, Nadia Elise, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv et vous avez travaillé pendant longtemps également sur la condition féminine en Israël. On va donc évoquer tout cela. Bonsoir à vous, Raphaël Jérusalemi. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Et puis, vous écrivez également et vous publiez justement aux éditions Actes Sud Junior ce livre consacré à Denis Diderot, Non à l'ignorance, Diderot
Pedro, c'est un philosophe évidemment des Lumières, et lui aussi il avait fait et cause, on va dire, pour l'égalité homme-femme déjà. Oui, il est le premier à avoir exigé l'éducation obligatoire et gratuite pour les petites filles aussi, pas les petits garçons, comme c'était le cas jusqu'au XVIIIe siècle. Donc ça veut dire que c'est un combat qui se mène depuis longtemps, qui est loin d'être abouti. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord de voir que les femmes aient envie, finalement, dans l'armée israélienne, de faire tout pareil, comme on dit, comme les hommes, mais qu'on leur dise non, il y a certaines choses, vous pouvez pas. C'est normal pour vous d'exiger de pouvoir faire tout le temps pareil, ou est-ce qu'on doit aussi regarder parfois eh bien, des aptitudes peut-être physiques ou physiologiques, comme il est dit dans ce rapport? Évidemment, il faut que la femme qui souhaite occuper un certain poste soit en mesure de le faire, tout comme un homme d'ailleurs. Tous les hommes ne sont pas adaptés à conduire un tank, toutes les femmes ne sont pas adaptées non plus, tous les hommes ne sont pas adaptés à être pilotes, toutes les femmes non plus, etc., etc. Il y a des tests qui doivent être faits dans les deux sens, pour les hommes, pour les femmes, pour vérifier effectivement qu'ils soient en mesure de faire ce qu'ils souhaitent faire. L'idée, c'est pas que toutes les femmes qui rentrent à l'armée puissent être commandantes ou puissent rentrer dans des tanks ou puissent être pilotes. L'idée, c'est qu'effectivement, certaines qui sont adaptées puissent le faire, et pourquoi pas, et également que les hommes, je veux dire, en réalité, tous les hommes ne sont pas adaptés à faire tout ce qui se passe dans l'armée, donc il faut que ce soit vérifié à l'entrée. Ce qui m'inspire en tout cas, c'est de me rappeler ce qui se passait en 67, quand les femmes ne pouvaient pas encore, même pas courir un marathon, et que le premier marathon a été couru par une femme à Boston, et que ça a fait histoire. Et pour quelle raison les femmes ne pouvaient pas courir un marathon? Parce que il disait que physiologiquement, elle ne pouvait pas. Évidemment, les conditions physiques de la femme lui empêchaient de faire un marathon. Aujourd'hui, on sait très bien que le marathon ne pose aucun problème à aucune femme, enfin aucune femme, à celles qui savent courir évidemment, mais comme les hommes, et que dans tous les pays occidentaux, c'est absolument normal de laisser une femme courir un marathon. Donc voilà, c'est ça ce que ça m'inspire, de me rappeler que franchement, ce chemin est très long, et parsemé de bêtises. Ouais, donc le rapport en fait de l'armée pose des limites qui n'ont pas lieu d'être. Il est un petit peu ridicule parce que si vous allez prendre 100 blonds et 100 rouquins et leur faire faire garçons et leur faire faire les exercices de tank, vous allez trouver malheureusement, heureusement, que les blonds sont meilleurs dans les tanks que les rouquins. C'est-à-dire vous prenez une tranche de personnes que vous définissez d'avance, et ensuite vous avez le résultat que vous vouliez en fait. Donc les blonds conduisent les... Alors il est évident qu'il y a à la statistique, sur le plan physiologique de base, une différence d'endurance, de force musculaire en général entre les hommes et les femmes. Ceci étant, et selon le principe d'égalité qui existe dans ça, qui est légalement, légalement obligé de l'appliquer d'ailleurs, si une femme, un blond ou un rouquin a l'aptitude physique et mentale pour un rôle ou un autre dans l'armée, eh bien, il n'y a aucune raison de lui refuser l'accès. Absolument aucune raison. Et vous savez, comme nous tous, qu'il y a des filles qui sont très très costauds et qui peuvent, par exemple, là, dans cette étude-là, on dit oui, mais elles ont du mal à appuyer sur la pédale, ça fait un petit peu rigoler. Bon. Et les canonniers, parce que les canonniers, là, c'est vraiment, vraiment dur. C'est très 60 kilos, très intense. Alors là, on va... Bon, mais s'il y a des filles qui sont capables de soulever les 60 kilos et de travailler intensément, et il y en a, alors d'emblée, la loi le dit, la loi est stricte depuis l'an 2000, elle a été votée après la commission Séguève, toute personne qui a l'aptitude physique et mentale pour un rôle dans l'armée doit y avoir accès. Ouais. Mais alors c'est vrai qu'on devrait faire du cas par cas, donc c'est votre opinion, mais dans ce rapport il est écrit aussi que c'est peut-être pour aussi leur propre sécurité, c'est-à-dire qu'on dit que la promiscuité qui règne dans un char, c'est aussi le cas dans les sous-marins, eh bien c'est pour protéger peut-être les femmes qu'on leur dit finalement de ne pas vivre aux côtés d'hommes, parce que ce serait évidemment... Je souris parce que j'ai horreur de ce genre d'argument. Évidemment, pour la sécurité des femmes, il faudrait aussi qu'on ne soit pas dans le même ascenseur avec un homme, et que si l'ascenseur... Il y a des parkings en Suisse qui sont réservés aux femmes, uniquement pour éviter justement les problèmes. Ouais. Oui, mais alors le problème est chez l'homme. Si déjà, il faut l'éduquer à ne pas agresser une femme et non pas à la femme, lui empêcher de vivre une vie en fait comme elle en a le droit, tout simplement parce que les hommes ne seraient pas en mesure, soi-disant, de contrôler leurs instincts. Ce qui est un autre argument dont j'ai horreur, parce qu'évidemment les hommes ne sont pas
des animaux et qui savent très très bien gérer leurs instincts si on leur apprend que c'est comme ça que ça se fait. Et d'ailleurs, dans les sous-marins que vous citiez tout à l'heure, en Australie, en Allemagne, c'est tout à fait permis aux femmes et aux hommes de servir ensemble. Donc c'est juste une question de culture et je trouve que c'est une excuse bête et qui renforce en plus un mécanisme qui est très dangereux, qui est celui de dire que c'est à la femme de se protéger d'un homme qui en gros ne serait pas en mesure de se gérer, de se contrôler, et non pas à l'homme de contrôler ses envies, ses désirs, ses instincts. Et puis en plus, il y a un autre argument qui est encore plus bête dans ce même rapport qui dit qu'il n'y aurait pas assez de place pour donner la privacy nécessaire à la femme. Mais on ne parle pas de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a que la femme qui a besoin de se cacher. L'homme, c'est normal qu'il soit vu nu par une femme, parce que de toute façon, la femme, elle aura absolument aucun problème, aucun instinct, aucune envie. C'est juste les hommes qui, apparemment, donc des animaux sans aucun contrôle, seraient lancés vraiment dans ces instincts brutaux contre la femme à partir du moment où ils la voient. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un abrutissement des hommes et des femmes. Si je peux me permettre, alors le coup de la promiscuité dans ce rapport, ça c'est le plus risible de tous, parce que d'une part, la solution est simple. À partir du moment donné où on accepte d'avoir des femmes dans les sous-marins, dans les tanks ou ailleurs, mais qu'on craint une promiscuité, eh bien on peut faire des équipages féminins. Donc on peut avoir 4 filles dans un tank. Là, le problème est résolu s'il y a danger de promiscuité, etc. Donc, si l'armée le voulait, un sous-marin, ça fait beaucoup de monde, mais un tank, c'est 4. Il y a une unité de l'armée israélienne de combattantes où il y a des femmes... Il y a des unités féminines pour percer, donc où il n'y a que des femmes. On peut être d'accord ou pas d'accord, on préfère que ça soit mixte, mais il y a. Là où on ressent un petit peu quand même l'hypocrisie du truc, c'est que si vous examinez les cas de harcèlement sexuel dans l'armée, ils ont lieu dans les bureaux de la Kyria. C'est beaucoup plus dangereux de faire le café pour le chef ou de rester coincé dans une base où tout le monde s'ennuie. Parce que quand il y a l'entraînement intensif comme il y a dans les tanks, le soir tout le monde est quand même bien fatigué pour faire la fête. Mais bon, c'est plutôt dans les bases où on ne fait pas grand-chose qu'il y a du harassement. Et là, c'est quelque chose de symptomatique qui me laisse soupçonner tout de même un intérêt tout à fait autre de l'armée de refuser cet accès aux femmes dans les tanks. Et dans d'autres, il y a encore d'autres rôles dans l'armée qui sont fermés aux femmes. Pas beaucoup, mais à peu près 10%. 92% des postes seraient ouverts aux femmes, ça en laisse 8%, c'est ça. Mais alors quand vous dites une autre motivation, c'est quoi en clair? Alors, c'est en fait faire ce qui vous arrange. Et là, la vraie question, ce n'est pas si les femmes doivent être dans les tanks ou pas dans les tanks. C'est doit-on avoir tout le monde à l'armée, hommes, femmes, mais aussi arabes, aussi personnes qui ont des handicaps physiques, à qui aujourd'hui on refuse. Ultra-orthodoxes aussi. Ultra-orthodoxes, mais même je parle de gens avec des handicaps physiques à qui on refuse de faire l'armée, alors qu'ils sont tout à fait capables et veulent servir comme tout le monde. Et on a eu le cas en Cour suprême, donc non seulement des femmes qui ont voulu être pilotes d'avion, mais de gens de diabétiques qui ont gagné, qui ont servi sans problème. Il y a donc à un moment donné le rêve aujourd'hui de l'armée israélienne n'est plus tout à fait égal à son rôle de creuset de la société, de formation. Le rêve de l'armée israélienne, c'est d'être une armée professionnelle, pas une armée de conscrits, une armée où les gens viennent pour servir à long terme, où la formation coûte aujourd'hui très cher. Former un soldat aujourd'hui, et surtout dans les tanks, n'en parlons pas dans les avions, c'est extrêmement coûteux. Or, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, il vous quitte. Il vient en réserve, c'est fini. Donc, il y a, je pense, une paresse structurelle, dirons-nous, bureaucratique de l'armée, de se simplifier la vie. Il y a aujourd'hui énormément de postes qui ne sont pas demandés. Tout le monde veut être combattant, tout le monde veut être dans les choses un petit peu glorieuses. Et il y a énormément de postes qui ne sont pas moins importants pour le fonctionnement de l'armée, qui ne sont pas demandés. C'est là que l'armée veut pousser une certaine, disons, population qui peut servir.
Donc je pense qu'il y a un calcul un petit peu cynique. Donc il y a du sexisme, à votre avis, aussi de l'armée, qui veut mettre peut-être les femmes plus dans les postes de bureau, comme on dit, les femmes ont l'habitude d'être à la maison, on va les mettre dans les bureaux. C'est un peu, il y a le raisonnement qui peut exister. Le sexisme, clairement, a été dans l'armée israélienne depuis les débuts, mais ça va avec une culture sexiste qui est en Occident et en Israël aussi. Il fut un temps, on disait les meilleurs, comment on traduit ça en français, les meilleurs à l'aviation et les meilleurs femmes aux aviateurs. C'est-à-dire vraiment la culture était les hommes sont les héros alors que les femmes sont là pour leur servir, pour les servir en gros. C'est la culture Top Gun. On peut traduire ça comme ça aussi. Tout à fait. C'est une société patriarcale où l'armée a une importance fondamentale et la guéguerre, c'est quelque chose que les hommes aiment faire, les femmes un peu moins. D'ailleurs, les femmes aussi vont moins à l'armée que les hommes, en tout cas en pourcentage. Mais cela n'empêche que le système démocratique et les valeurs d'une société qui souhaite avoir la parité et l'égalité entre les deux sexes ne doivent pas se plier au sexisme qui peut envahir la société, mais plutôt l'inverse. Il doit conduire la société à une amélioration et à une évolution dans le bon sens. Mais le fait d'avoir voulu l'égalité à tout prix, y compris dans l'armée en Israël, est-ce que ça a favorisé ou pas les cas dont parlait tout à l'heure Raphaël Jérusalemi, de harcèlement sexuel? Est-ce que ça a eu un revers de la médaille pour les femmes ou pas, clairement? Globalement, toutes les situations où on croit qu'il y a quelque chose de mauvais pour les femmes, c'est pas ce genre de situation. Par exemple, je vous fais un exemple qui est assez récent. Une étude a montré que les femmes, qu'elles sortent en short et débardeur ou qu'elles soient couvertes de la tête aux pieds, le pourcentage de viol est le même dans les deux sociétés, c'est-à-dire dans une société religieuse comme dans une société totalement laïque. Cela n'est pas lié à comment la femme se présente. Donc globalement, toutes les situations où on croit que cela va aller à l'encontre des intérêts de la femme, dans la réalité, encore une fois, le problème est culturel et il est lié à la manière dont on éduque les garçons et non pas la manière dont les filles se trouvent. Ça a quand même desservi la cause féminine. L'exigence à outrance du même traitement, de l'égalité totale, ça a fini par desservir la cause féminine. Pourquoi? Je ne sais pas comment on définit outrance. Non, à outrance, et d'être absolument selon qui? Parce que j'estime qu'on peut adapter comme un tank, on vient de dire 60 kilos, mais on peut adapter, on peut avoir des tanks moins grands, on peut adapter. Une fois qu'on dit il y a une différence d'endurance ou de force physique entre les hommes et les femmes, on peut adapter certains rôles de l'armée à la femme avec un peu moins d'endurance que l'homme. Dans le cas là de ce que j'appelle une outrance, c'est que on en est arrivé au point où la commission Séguève a dit ok, donc les femmes vont arriver à tous les postes et de ce fait elles vont donc faire 3 ans de service militaire. Les femmes combattantes ne sont pas au régime des autres, donc 3 ans de service militaire, réserve jusqu'à 38 ans. Et en quoi ça dessert les femmes, ça? Parce que ça a voulu être exactement comme. Or, ça a été ne pas vouloir admettre qu'on peut avoir une adaptation. Il y a quand même une différence physiologique entre l'homme et la femme. Pourquoi l'ignorer? Et pourquoi pas 3 ans? Je comprends. Quel est le problème de la réserve? Parce que c'est ça qui empêche d'adapter le système à ce que justement une ouverture beaucoup plus grande. Et par exemple, comme je le dis, du matériel, des équipements qui soient adaptés aux femmes, comme il y a des matériels, des équipements dans l'armée qui sont adaptés aux grands et aux petits. Mais ça, c'est lié à l'intelligence des gens qui s'occupent de ça. C'est une volonté d'égalité à tout prix qui, à mon avis, n'est pas justifiée, qu'il devrait laisser plus de souplesse, surtout dans l'armée. On la trouve même pas dans la société civile. Alors imaginez-vous l'armée où tout est... Voilà. En tout cas, il faudra faire du cas par cas. Je retiens votre idée et ne pas généraliser. Je remonte la couverture de votre livre, Raphaël Jérusalemi, Denis Diderot, Non à l'ignorance. Merci d'avoir été là. Merci Nadia Elie. C'est un dossier qui n'est pas refermé. On y reviendra évidemment parce qu'il y a d'autres situations aussi où cela est évoqué. Merci à tous les deux. Nouveau point sur l'actualité dans un instant avec Julien Paloul. Bonne soirée.